tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau numéro de Belles Lettres, votre magazine. Aujourd'hui, je reçois pour vous un penseur, un homme rompu à la réflexion qui s'est donné comme défi contribuer par la réflexion à l'avènement d'un nouvel ordre social plus juste à l'échelle mondiale. Il s'agit de M. Arsène Moïse. Arsène Moïse est né à Kingoyi, au Congo central, en République démocratique du Congo. Il est marié et père de 2 enfants. Il est gradué en mathématiques de l'Institut pédagogique national. Il a été professeur de maths au secondaire au lycée Bolingani de 1990 à 1995, au collège Saint-Georges de 1996 à 2016 et à l'Institut professionnel de la Gombe de 2017 à ce jour. Passionné de philosophie et de sciences sociales, il est chercheur indépendant en philosophie politique et en pédagogie, essayiste et conférencier. Il a comme axe de recherche la société juste dans toutes ses dimensions et le défi qu'il s'est lancé, concevoir une doctrine alternative au capitalisme libéral et à la social-démocratie et partant une nouvelle société mondiale plus juste. Il a à son actif 4 publications, Vrai et faux problèmes de justice sociale aux éditions Elsevier à Paris en 2008 et réédité aux éditions Ted Williams Lapidus à Kinshasa en 2018. La société responsabilitariste, l'école responsabilitariste, réduire ou éradiquer les maux de la société aux éditions Ted Williams à Kinshasa comme ouvrage à paraître Comment parfaire la démocratie congolaise et la restitution de l'homme à lui-même et ses d'anthologie. Amoureux de la lecture depuis le secondaire, l'invité des Belles Lettres dit être très vite captivé par les essais philosophiques en particulier et les sciences humaines en général. Au-delà du plaisir, l'acte de philosopher est pour Arsène Moïse un devoir moral. Comment ne pas réfléchir sur ce qui se passe devant moi et qui me paraît problématique, s'interroge-t-il. La doctrine responsabilitariste est donc la réponse qu'il donne aux problèmes de la société. Bonjour, monsieur Arsène. Bonjour, monsieur Laurent. Vous êtes le bienvenu à Belles Lettres. Mais vraiment, c'est une grande joie. Je vous remercie et je bénis le Seigneur de nous offrir ces moments d'échange. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Belles Lettres pour un entretien autour de la littérature et bien sûr autour de votre œuvre. Comme première question, vous êtes mathématicien de formation, mais passionné de philosophie et des sciences sociales. Comment s'est opéré ce saut de mathématiques à la philosophie, aux sciences sociales? Je crois que ça s'est passé tout seul. Et donc, effectivement, j'ai fait un petit cursus en mathématiques, effectivement. Mais je crois que comme j'aimais bien lire, j'ai développé le goût de la lecture. Donc, les romans, déjà au secondaire, et ça a continué au premier cycle supérieur, et j'ai passé donc aux essais de plus en plus. Eh bien, il se fait que j'ai été de plus en plus captivé par les essais philosophiques, en particulier, et les sciences humaines en général, donc économie, sociologie. Et finalement, c'est allé au point que j'ai lisé de moins en moins de mathématiques et de plus en plus des sciences sociales, et en particulier la philosophie, et même plus spécialement la philosophie politique. Et donc voilà comment je me suis retrouvé plus en sciences sociales qu'en mathématiques. Mais néanmoins, de temps en temps, je fais le va-et-vient. Oui. Dans mon travail d'écriture. Eh bien, il y a une certaine inspiration, une certaine intuition qui est passée de la mathématique aux sciences sociales. Vous voulez dire que les maths servent quand même à quelque chose dans votre réflexion philosophique? Absolument. Je crois qu'un des points culminants
c'était précisément un problème de mathématiques qui m'a vraiment... j'étais complètement dans les sciences sociales. Et c'était que dans les cours simples du secondaire, donc je crois qu'à l'époque, j'ai donné un cours de mathématiques en 3e année. Oui. Et j'avais quelques soucis avec la compréhension, faire comprendre des choses simples comme les propriétés mathématiques. Des choses simples que beaucoup connaissent, hein, donc la commutativité, l'associativité, l'élément neutre, l'élément symétrique, l'élément absorbant. Et je me rendais compte que ça ne passait pas toujours. Et c'est la surprise de voir que, mais malgré l'effort d'expliquer, il y a des enfants qui ne comprennent pas. J'avais encore le mythe de penser que tout le monde pouvait comprendre les mathématiques. Alors, et spécialement dans la formulation de la réponse, précisément autour des choses simples comme la commutativité, j'ai fini par découvrir qu'il y avait un malaise qui venait déjà des outils mathématiques eux-mêmes. Oui. Et en l'occurrence, je vais essayer d'être simple. Donc, si nous prenons par exemple deux éléments AB, oui, et nous voulons voir si pour une opération star, est-ce qu'il y a-t-il commutativité? Il s'agit simplement de voir si A star B donne la même réponse que B star A. Oui. Alors, et quand ça marche, c'est fabuleux. On va dire A star B égale à B star A pour tout AB, appartenant à un ensemble E par exemple. Mais lorsque la réponse est négative, il y a un problème. C'est qu'on va dire pour tout AB, A star B est différent de B star A. Eh bien, c'est différent. Cette réponse différente, en fait, est vague. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quels que soient les éléments, A star B est toujours différent de B star A, ou bien ça marche pour certains éléments et pas pour d'autres. Vous voyez? Eh bien, c'est si, en affinant, j'ai même écrit un article de mathématiques sur ça, je suis arrivé à l'idée que il était bon d'utiliser un outil qui n'est pas disponible jusqu'à ce jour en mathématiques. Donc, et c'est un outil que j'appelle les quantificateurs circonstanciels. Oui. Il y a une notation que je me suis inventée, c'est P avec Q que j'ai combiné. Et donc, de telle sorte que ça fait trois réponses possibles. Quand ça va, on dit, eh bien, A star B est égal à B star A pour tout AB. Oui. Quand ça ne va pas, on dit A star B est différent de B star A pour tout A, qui signifie que ça ne va jamais. C'est toujours différent. Mais quand ça va pour certains éléments, on va dire A star B est égal à B star A pour quelques AB. Bon, cette invention en réalité n'est pas forcément neuve parce qu'il y a une certaine solution mathématique, c'est d'utiliser les quantificateurs existentiels. Mais son usage n'est pas intéressant d'un point de vue pédagogique. Et donc, une fois que j'ai trouvé cette solution en mathématiques, j'ai écrit un article sur ça qui n'a jamais été publié, eh bien, ça m'a inspiré dans la résolution d'un problème de sciences sociales. Oui. C'était que les fameux grands problèmes de la souffrance, oui, je les résume comme ça. Donc, est-ce qu'on doit faire une société où personne ne souffre, ou bien une société où quelques-uns souffrent? Vous voyez, c'est le fameux tout le monde. Voilà, ça va, personne n'a de pépins, ou bien c'est pour quelques-uns. Alors que ce soit pour la souffrance de manière globale, ou bien pour la pauvreté, ou bien pour les inégalités, ou bien pour le chômage, vous verrez que jusqu'à aujourd'hui, le monde en est encore là. Souvent, on fait tous les efforts pour trouver les solutions pour que tous les citoyens puissent avoir du travail. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de chômage, par exemple. Vous voyez, c'est le fameux pour tout. Mais la vérité de tous les jours montre que, quel que soit le pays, à quelques exceptions près, on n'atteint pas les 100%. Il y a toujours le pays qui fait souvent des très bons scores, ce sont les États-Unis, avec 94% de taux d'emploi. Oui. Et donc, on ne pourra même pas dire ça va pour tout le monde. On ne peut que dire ça va pour quelques-uns. Vous voyez, vous retrouvez le même problème de mathématiques. Eh bien, et donc, ceci a été une grande intuition pour moi, oui, pour me plonger dans les sciences sociales et pour justement essayer de trouver une solution à ces grands problèmes de la souffrance. Ok. Pour revenir à la lecture, à la littérature, est-ce qu'il y a des auteurs, des philosophes qui vous ont particulièrement marqué? Ah oui, absolument, mais c'est une longue liste, évidemment. Donc, on peut commencer par les plus anciens. Oui. Vous avez donc le fameux Platon, Socrate, que nous avons vu
et tout ça à l'école secondaire, donc les décades de Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel, et puis vous entrez dans une cour plus grande, et donc vous avez le plus récent, parmi les plus John Rawls, vous avez toute la concurrence avec les contradictions des libertariens ou des libéraux, si vous voulez. C'est toute une panoplie, hein, donc vous avez je voulais parler de ceux qui vous ont marqué au point d'influencer votre façon de réfléchir, votre façon d'écrire. Il y en a. Ah oui, absolument. En fait, ce qui m'a vraiment marqué, mais ça se fait pas toujours c'est après coup que je parle. Oui. Donc ce sont deux grands courants finalement. J'ai dit ça comme ça pour le moment. Donc vous avez la fameuse école d'Adam Smith, oui, tout simplement, avec le libéralisme. Et puis vous avez donc les fameux courants socialistes avec le maître Karl Marx. Vous avez son collaborateur Engels, bien sûr. Oui. Et puis vous avez donc, à une époque un peu plus moderne, justement, je parlais de John Rawls, vous avez toute la suite qui tourne un peu autour. Hein. Vous avez donc certains penseurs un peu, Walzer, si vous voulez. Il y a toute une liste que je pourrais donc citer à la suite. Mais ce sont les deux grands. Donc les deux grands, c'est comment c'est marxé, la classe de Smith et la classe de Marx. Mais c'est parce que ça représente très bien un peu mon défi personnel, c'est de frayer une voie par rapport à ces deux grandes écoles. Qu'est-ce que vous aimez dans l'acte de philosopher? Ouf, l'acte de philosophie. Ce qui vous plaît dans cet acte-là. Bon, je crois qu'avant de plaire, il y a précisément cette fameuse chose simple que nous avons apprise à l'école secondaire, c'est Descartes, René Descartes. Oui. C'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Vous voyez, donc je crois que ça va au-delà du plaisir. Oui. Il y a un certain devoir, il y a une sorte de devoir moral, hein, finalement de penser, mais de réfléchir à ce qui se passe devant moi. Oui. Comment ne pas réfléchir face à ce qui se passe devant moi et qui me paraît problématique. Et donc, c'est simplement cela, et donc, qui fait qu'on passe du questionnement, hein, qui est de l'ordre de la curiosité simplement, oui, et finalement, qui devient de la passion, à se dire, mais non, mais cette question, il faut la clarifier, il faut quand même trouver une réponse. Et ça vous amène à entrer davantage, à aller plus en profondeur. Et voilà la chose. Pour Platon, la connaissance philosophique est la seule voie qui mène à la connaissance politique. Et pour lui, l'homme d'État doit être un philosophe. Qu'est-ce que vous en dites? Les philosophes rois. Bon. Je crois que c'est une affaire très sérieuse. Oui. Oui. Parce que finalement, dans l'histoire, il y a eu bien sûr des pour et des contre. Encore que, je crois que c'est Ngoma Binda qui est d'ailleurs un de nos illustres congolais. Oui. C'est un des auteurs que je cite aussi parmi les philosophes congolais. Oui. Je pense que je dois avoir lu ça chez Ngoma Binda pour dire que finalement, cette affaire des philosophes rois, il faudrait peut-être les contextualiser. Oui. Il est probable que ce qu'il appelait philosophe à l'époque, oui, soit représenté aujourd'hui par l'intellectuel simplement. Okay. Et donc, ça voudrait donc dire, si nous reprenons cela dans le contexte actuel, oui, on devait simplement dire qu'il faut que ce soit un intellectuel qui soit roi. Probablement. Mais qu'est-ce qu'un intellectuel? C'est ça la grande question. C'est pourquoi je voulais donc continuer, oui, mais c'est un peu plus complexe dans la réalité. Oui. D'autant que moi-même, dans la doctrine que je propose, eh bien, j'ai fini par donner comme une des contributions, oui, c'est qu'il faut rebâtir. Vous savez que Montesquieu a proposé de faire ce qu'on appelle aujourd'hui la séparation des pouvoirs. Et ça a donné à trois pouvoirs classiques, oui, le législatif, l'exécutif et les judiciaires. Eh bien, une de mes propositions, c'est de dire que ça, ce n'était que la séparation horizontale. C'est comme ça que je qualifie ça. Et bien, je propose de compléter cette séparation que je pense être incomplète après avoir longtemps étudié cette question
Et donc, je propose une séparation, ajouter la séparation verticale. Donc, nous aurons donc les 3 pouvoirs horizontalement. Et il faudrait ajouter un pouvoir, le 4e, que j'appelle le pouvoir principiel. Eh bien, figurez-vous que je propose que ce pouvoir principiel, qui est hiérarchiquement supérieur aux 3 autres, eh bien, soit dirigé par, j'ai proposé que ce soit plutôt un philosophe. Oui. Même si il devrait bien sûr s'entourer d'autres intellectuels. Vous voyez? Et donc, c'est vous dire que c'est une question qui est, ma foi, très sérieuse. Comment va fonctionner le mécanisme entre l'horizontalité et la verticalité. Évidemment, comme j'ai donné ça comme une illustration un peu comme ça, mais c'est parce que je vais illustrer ça avec notre propre situation d'ailleurs, ça tombe bien. Oui. Vous savez que nous avons notre constitution qui a adopté la séparation de pouvoir, en tout cas, qui semble avoir adopté, parce que ce n'est pas dit. Oui. J'ai beau avoir lu notre constitution, ce n'est pas dit. C'est une utilisation de fait. Quand vous lisez la constitution, vous voyez qu'il y a les pouvoirs exécutifs, il y a les pouvoirs législatifs et les pouvoirs judiciaires. Mais il n'est pas dit de manière claire que parmi les principes sur base desquels nous établissons cette constitution, il y a la séparation de pouvoirs. Ce qui fait d'ailleurs que ça ne marche pas à l'intérieur. On n'est pas rigoureux dans le respect de cette séparation. Et donc, ça fait que vous avez par exemple l'affirmation selon laquelle, et ça c'est constitutionnel, je crois que c'est l'article 68, si je ne m'abuse, qui dit que nous avons 4 institutions. Oui. Hein, donc c'est le président de la République, et puis vous avez le gouvernement, et puis le Parlement et les cours et tribunaux. Oui. Eh bien, nous n'avons pas l'idée comment, rigoureusement parlant, ça pose problème. Donc, quand moi j'ai lu ça, je me dis que c'est heureusement qu'au Congo, nous n'avons pas beaucoup de mathématiciens qui lisent justement la Constitution. Sinon, en tout cas, de mon point de vue, quand je lis avec l'œil du mathématicien, franchement, c'est plein d'irrationalité. C'est plein d'incohérences. Ça fait que le président de la République est, tenez-vous bien, finalement, il passe pour le chef de l'exécutif, en fait. Hein, vous voyez, oui. C'est lui d'ailleurs qui doit présider au Conseil des ministres, celui qui convoque le Conseil des ministres, c'est lui qui préside au Conseil des ministres, sauf s'il n'a pas le temps, il peut déléguer le Premier ministre. Mais, voyons donc, vous savez qu'il est, qu'est-ce qu'on dit de lui? Que c'est lui qui doit être, c'est le chef des institutions, en fait. Oui. Non, il y a un terme qui est beaucoup plus intéressant. Donc, en gros, c'est l'idée que s'il y a des conflits au niveau des institutions, eh bien, c'est lui qui doit pouvoir résoudre un peu le problème. Mais c'est incohérent. On ne peut pas demander à une personne qui est le chef d'un des pouvoirs, l'exécutif, oui. de pouvoir ensuite jouer les médiateurs, oui. s'il y a conflit entre le gouvernement et les législatifs. Il joue le médiateur ou bien l'arbitre. Il fait le rôle d'arbitre. Bon, c'est une sorte on lui donne en fait le rôle d'arbitre en quelque sorte. Oui. Mais vous voyez que c'est incohérent. Le chef de l'exécutif, n'est-ce pas? Eh bien, comment voulez-vous qu'il soit un arbitre tout à fait sincère alors que c'est lui qui est le patron en fait du gouvernement, qu'on le veuille ou non, d'autant que le gouvernement est censé appliquer sa vision à lui. Et donc, c'est une évidence qu'il y a un problème de cohérence, il y a un problème, je dirais, d'amour de la cohérence, d'amour de la rationalité. Vous en avez parlé avec le professeur Mabassi, oui. dans notre pays. Mais mon Dieu, quelle honte! En tout cas, ça n'engage que moi. Mais ce n'est pas... Mais ceci est compliqué, je comprends. Parce que ça pose ça trahit le besoin d'avoir un arbitre, n'est-ce pas? Oui. Mais on ne l'a pas trouvé. Eh bien, justement, la solution, c'est qu'il faudrait plutôt avoir un pouvoir que j'appelle principiel. Vous voyez, il est donc dans la séparation verticale, il est là. Évidemment, il y a un schéma dans les livres oui. Qui le montre. Et puis, vous avez donc les 3 pouvoirs qui sont en bas. Et bien sûr, il y a la relation avec lui. Et celui-là, il peut jouer vraiment le rôle de l'arbitre, mais c'est plus qu'un arbitre. C'est l'autorité la plus élevée dans le pays. Et son rôle, c'est tout simplement de veiller au respect des principes de justice. Vous voyez?
ça veut dire que cette société qui adopte cette organisation-là, Oui. c'est une société qui a opté, qui a pris comme option de construire une société la moins injuste possible. C'est une société qui a comme ambition de construire un pays où la justice règne. Ce n'est pas la justice comme nous l'entendons, Oui. de l'état de droit. Non, l'état de droit, c'est juste, c'est la loi. La loi peut être injuste. Hein. Il y avait l'apartheid en Afrique du Sud, c'était des lois, des lois d'apartheid. Il y en avait des lois aux États-Unis. Mais la justice est quelque chose de supérieur, la justice sociale. Et c'est la première valeur, comme disait John Rawls, c'est la première vertu des institutions sociales. Quel contenu donnez-vous au mot justice? Ah, ça évidemment, il faut faire le choix entre la simplicité et la complexité. Oui. En réalité, la justice n'a pas de définition canonique, Oui. si je peux ainsi m'exprimer. Ça veut simplement dire que ça dépend des écoles. Ça pose le problème des écoles. Vous voyez, j'ai rappelé tout à l'heure qu'il y avait deux grandes écoles, l'école libérale et l'école socialiste. Aujourd'hui, on aime dire l'école sociale, on parle des sociodémocrates. Hein, et en fait, chaque école a une définition de la justice. Et donc, vous avez la justice qui est définie par la liberté, Oui. c'est dans le libéralisme. Une société juste est une société libre. Donc, la justice est définie à travers la liberté. Tant que les citoyens sont libres, eh bien, la société est juste. Et dans la logique socialiste, ce n'est pas tout à fait cela. C'est plutôt l'idée que c'est l'égalité. Donc, si, au sens marxiste, on disait l'absence des classes sociales. Donc, il faut tout faire pour gommer les classes sociales, pour obtenir une société qui est juste. Juste. Donc, une société juste est une société sans classe sociale. Mais de manière un peu plus moderne, parce que ça n'a pas marché avec l'échec du communisme, il y a les versions soft. Donc, on pourrait donc dire, et c'est notamment la version de John Rawls, c'est de dire, bon, qu'en fait, on n'a pas réussi à gommer les classes sociales. Il n'y a rien à faire, nous devons apprendre à vivre avec les inégalités, notamment les différences des classes. Mais on doit lutter contre les inégalités qui sont criantes, dans les grandes inégalités. C'est plein chez nous, hein. Vous avez les profs du secondaire qui ont à peine moins de $200, mais vous avez leurs collègues du supérieur qui ont multiplié par, c'est pas moi, 20, et vous avez le ministre, la présidence et les députés qui ont multiplié par, c'est pas 300. C'est des inégalités scandaleuses, des inégalités criantes. Et bien ça pose problème du point de vue de la justice. Donc, on devait dire une société juste, c'est une société qui a des inégalités moins criantes. C'est un peu la version soft, hein, de la société socialiste. Eh bien, ma contribution, c'est de dire que les deux sociétés-là, les deux chemins-là ne mènent nulle part et qu'il faut donc un autre chemin. Et donc, dans la société, dans la version responsabilitariste, la doctrine que je propose... Ok, dans tous vos livres, en fait, vous développez cette doctrine-là de responsabilitariste. Voilà. Pouvez-vous nous éclairer sur ce nouveau vocable? Eh bien, donc je commencerai par dire que on va dire que la société juste est une société responsable. Donc, pour qu'une société soit juste, il faut que la responsabilité règne. Alors, c'est là maintenant qu'on pourrait donc définir. Une question là me passe par l'esprit. Oui. Une société juste, est-ce qu'elle est possible sur cette terre des hommes? Une société juste, maintenant il faut... La réponse est clairement oui, mais... C'est pas un idéal, c'est pas une utopie. C'est pour ça que j'ai dit oui, mais. C'est-à-dire que même lorsque les libéraux ont longtemps lutté, et ils ont gagné, vous savez que le communisme a gagné, n'est-ce pas, par rapport au communisme. Oui. Et donc ça veut dire que nous sommes dans une société juste du point de vue libéral. Ce qui fait que partout, on nous demande de faire quoi? De libéraliser, en fait. Vous voyez? Alors, donc on suppose que nous sommes dans une société qui est libre aujourd'hui. Logiquement, ça veut dire que nous sommes dans une société qui est juste d'un point de vue libéral. Alors, mais toute la question c'est, est-ce que la liberté est-elle parfaite? La réponse est non. C'est pour ça que j'ai dit, la réponse est oui, mais il y a un mais. C'est-à-dire que la valeur qui est considérée est par définition imparfaite. Ce qui fait que nous devons
toujours courir pour l'approcher du mieux que possible. De l'idéal. De l'idéal. Donc l'idéal, c'est que ça soit une société libre au sens de la perfection, mais encore faut-il savoir c'est quoi la liberté parfaite. Oui. Mais l'idée de préciser pour dire une société juste est une société libre, c'est déjà une possibilité. C'est clair qu'on peut donc travailler pour l'atteindre. Et on l'a fait, hein, tenez, dans l'ex-URSS, n'est-ce pas? On a fait la société communiste, n'est-ce pas? Oui. On a atteint, en tout cas, on a cru l'atteindre, hein, cette société sans inégalité. C'était donc la justice définie comme absence de classe sociale. Mais est-ce qu'une fois qu'on l'a expérimenté, on a trouvé que ça marche, on a trouvé que ça ne marchait pas, ce qui fait que la société communiste a décliné. Donc oui, on peut l'atteindre, mais pas de manière parfaite, ce qui fait qu'il faudra continuer à travailler pour parfaire l'œuvre. Un processus. Exactement. Revenons au vocable responsabilitariste. Si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Et bon, donc c'est très simple. Donc ma contribution consiste à essayer d'apporter une solution à ces grands problèmes de, comme je disais au départ, de la souffrance humaine. Qu'est-ce qu'on doit faire face à la souffrance? La réponse libérale, c'est de dire, eh bien, il faut plus de liberté, il faut libéraliser partout, il faut que l'homme soit libre. Si l'homme est libre, eh bien, tout va bien. Vous voyez? Et mais c'est clair, aujourd'hui, nous voyons clairement les insuffisances de la société capitaliste libérale. Tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que nous vivons les limites du libéralisme. Ils nous ont promis monts et merveilles, mais ça ne marche pas. Vous avez encore des guerres qui sont là-bas, le chômage est toujours là, les inégalités sont là et sont même créantes, le racisme, même si ça diminue, mais en tout cas, nous les avons bien dans toutes les sociétés, y compris les plus développées. Et donc finalement, après la victoire du libéralisme, nous nous rendons bien compte que le problème n'est pas encore résolu. En tout cas, nous n'avons pas encore une réponse satisfaisante. Et je ne reviens plus sur le communisme qui a tout à fait échoué, même si nous avons encore des partis sociaux-démocrates, hein, oui. Et donc qui considèrent que bon, on n'a pas tout n'est pas perdu avec le socialisme. Et donc ils essaient de jouer entre l'égalité et la liberté pour forger ce qu'on appelle l'équité. Oui. Ça vous rappelle encore John Rawls, la justice comme équité. Donc c'est l'idée que la social-démocratie, c'est de dire, bon, il faut quand même, si on ne sait pas faire, on a échoué pour faire l'égalité stricte avec le communisme, mais on peut faire une égalité qui est, disons, modérée. Alors, et donc moi, j'ai trouvé que, en tout cas mes recherches m'ont conduit à trouver que les deux chemins ne marchent pas. Et donc j'ai proposé une nouvelle voie. C'est cette voie, c'est donc une doctrine alternative au capitalisme libéral, oui, et à la social-démocratie. Et cette voie nouvelle, c'est la société responsabilitariste, oui, ou si vous voulez la doctrine responsabilitariste. Eh bien, donc maintenant cette doctrine, c'est très simple. À travers le vocable, vous avez le mot responsabilité. Oui. Donc c'est une doctrine qui est bâtie sur la responsabilité. Eh bien, nous pouvons construire une nouvelle société dans laquelle nous aurons comme valeur principale qui va représenter la justice, eh bien, la responsabilité. Maintenant, vous m'avez posé la question un peu avant, c'est quoi la définition de la justice? En fait, je devrais définir la responsabilité pour montrer ces rapports qu'il y a entre la justice et la responsabilité. Quelles sont les conditions de possibilité de l'avènement d'une société juste ou d'une nouvelle société mondiale plus juste? Mais comme je disais tantôt, quand vous parlez des conditions de possibilité, je suis désolé pour... Eh bien, ça, les conditions, c'est plutôt, je l'entends dans le sens de comment est-ce qu'on peut vraiment trouver un chemin, oui, un nouveau chemin, après l'échec du communisme et les limites criantes du capitalisme libéral, est-ce qu'on peut vraiment forger un nouveau chemin? Et donc, c'est là que j'entends quelles sont les conditions de possibilité d'une telle nouvelle voie. Oui. Eh bien, mais chez nous, il y a eu
des essais intéressants, en tout cas des projets intéressants. Je rappelle, et c'est bien que je rappelle parce qu'il y a le professeur Tchamalenga venait de nous quitter, Oui. il parle de la société bissoïste. Les bissoïstes. Et donc, c'est encore l'idée que dans l'échec du capitalisme libéral, c'est l'échec de l'individu, hein, de l'homme libre qui fait ce qu'il veut, c'est le jeu un peu égoïste, tout ça. Et donc, il travaillait sur l'idée de faire une société, c'est les bissos au fait, hein, de la société autour des bissos de nous. Mais c'est nous, c'est encore et toujours la collectivité oui. de la société communiste. Parce que la société communiste partait de l'idée qu'il fallait justement faire une société communiste, hein, où il y a le primat du nous sur les jeux individualistes libéraux. Oui. Vous voyez? Et il y a encore le prof, je crois, Émile Bongeli, qui écrit dans son livre D'un État bébé à un État congolais, je crois, responsable. Il parle un peu de cette difficulté qu'il y a à trouver un nouveau chemin entre cet individualisme libéral et les nous communistes ou collectivistes. Eh bien, je pense que les conditions pour pouvoir frayer une nouvelle voie, en tout cas c'est par là que moi je suis passé, oui. J'étais longtemps bloqué autour de ces deux, c'était que c'est les livres Vrai effort pour de justice sociale. Oui. Oui. C'était que, bon, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il y a l'échec pourquoi l'échec du libéralisme? Je me suis dit, il faut réinterroger les problèmes que nous voulons résoudre. Parce qu'il y a une sagesse qui dit que si vous identifiez mal un problème, eh bien, vous n'allez pas correctement le résoudre. Par contre, si vous l'identifiez correctement, vous l'avez déjà résolu à moitié. Oui. Eh bien, donc ça a justifié ces livres. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, nos problèmes posent déjà problème. Ouais, nous sommes dans les conditions de possibilité. Oui. Parce qu'avant, on pensait que pour changer la société, pour cheminer vers une nouvelle voie, il suffisait de faire quoi? Eh bien, de bouger les solutions. Donc, on partait de l'idée que les problèmes sont connus. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Oui. Il faut lutter contre le chômage, il faut lutter contre la pauvreté, il faut lutter contre les inégalités, il faut lutter contre le racisme. C'était là le problème. Vous voyez? Et donc, les solutions diverger, c'est là qu'on était libéral ou bien socialiste. Socialiste, oui. Alors, ce que moi j'ai compris, c'est que, en fait, ces problèmes sont déjà eux-mêmes faux. Donc, ce que nous appelons des problèmes ne sont pas les vrais problèmes. Il faut identifier les vrais problèmes. Il faut identifier les vrais problèmes. C'est dans l'identification que nous sommes égarés. Oui. Et donc, je suis donc revenu à la bifurcation. Et ça, c'est par rapport à un peu ma culture. Je suis né au village, donc j'ai encore cette notion de bifurcation. Oui. Quand nous marchons dans nos routes au village, vous avez les bifurcations. Quand vous perdez, c'est une bifurcation, vous revenez, n'est-ce pas, pour prendre l'autre. Vous retrouvez, vous réorientez. Exactement. Oui. Mais c'est aussi une notion qui est chère à Ilya Prigogine, donc c'était le prix Nobel de chimie, les Russes naturalisés belges. Et donc, en revenant là, je me suis rendu compte que nous nous trompions sur le vrai problème. Au fait, il y a une belle histoire à ce sujet-là. C'est qu'en philosophie politique, les choses sont claires, et même en économie. Vous savez que l'économie, selon les grands auteurs, oui. Les Stiglitz et les Coase et consorts, on peut définir l'économie comme étant la science de la rareté. Et d'ailleurs, le FMI se présente volontiers comme étant le porte-parole de la rareté. Oui. Il vient nous dire non, 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 vous ne pouvez pas utiliser plus que vos ressources. Vous voyez? Parce que les ressources ne sont pas abondantes. Et donc, c'est là le tout premier grand problème. Ça veut dire qu'on peut créer un distinguo. Vous avez, tout à l'heure, j'ai parlé de chômage, pauvreté, inégalité. Maintenant, je parle de la rareté. Oui. C'est ça le grand problème au sein de l'économie, qui est devenue pratiquement la science maîtresse, qui essaie de coiffer toutes les autres sciences. Vous voyez, même dans la gouvernance, l'économie a pris les pas sur les autres sciences. Alors, mais en fait, c'est un trio. Vous avez la rareté, vous avez l'égoïsme, vous avez le pluralisme. Eh bien, ce trio-là, il y a un nom en philosophie politique, on appelle ça les contextes de la justice, ou les circonstances de la justice. Donc, c'est là le problème. Si les problèmes de la justice se posent dans notre pays, dans notre monde, c'est parce que, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Ouais, c'est la rareté. 2, parce que
même si, malgré la rareté, on pouvait s'en sortir, mais il aurait fallu que les gens soient profondément altruistes. Hélas, les gens sont plutôt égoïstes. C'est l'égoïsme. Alors, on pouvait faire quelque chose si les gens n'avaient pas de projets divergents. Vous voyez, moi, je me contente de prendre un verre d'eau et puis ma journée est finie. Mais pour un autre, s'il n'a pas pris son verre de bière, en tout cas, ce ne fut pas une bonne journée. Vous voyez la divergence. Eh bien, ce sont là les problèmes qui sont au centre, n'est-ce pas? Ce sont les contextes de la justice. C'est ça ces points qui sont à la base des revendications autour de la justice, n'est-ce pas? Ou de l'injustice. Alors, et donc j'ai fini par comprendre que j'ai catégorisé. Il y a les vrais problèmes du monde, il n'y en a que 3. Rareté, égoïsme, pluralisme. Oui. Alors, maintenant, que deviennent le chômage, la pauvreté? Eh bien, j'appelle ça ce ne sont que des faux problèmes, en réalité. Bon, mais au sens, à un degré un peu éphémère. C'est-à-dire que, imaginez-vous si les ressources n'étaient pas rares, si les ressources étaient abondantes. Oui. Vous voyez? Est-ce qu'on parlerait de la pauvreté? Ben non. Est-ce qu'on parle de chômage? Ben non. Donc, il y a assez de ressources, chacun n'a qu'à les prendre pour son besoin, et donc, les problèmes ne se posent pas. C'est pour ça que vous voyez, on nous rabat les oreilles autour de cette histoire de croissance économique, par les économistes, justement, et par les FMI, et même la Banque mondiale. Parce que c'est l'idée qu'il faut à tout prix créer de l'abondance, vous voyez, pour pallier au problème de la rareté. Eh bien, mon travail montre que ce n'est pas vrai. Ce n'est même pas ça le vrai problème. Et donc, en les mettant en cause, évidemment, il y a tout un travail de déconstruction là derrière, j'ai fini par comprendre que les problèmes viennent de là. Donc, les problèmes, chômage et consorts, ce ne sont pas là les vrais problèmes, mais eux n'étaient même pas les vrais problèmes. Les véritables, c'était les 3 là, mais les 3 sont eux-mêmes faux. Et donc, dans ces livres-là, je prends tout mon temps pour démontrer, pour déconstruire un par un. L'égoïsme d'abord, plutôt la rareté d'abord, l'égoïsme ensuite, et puis le pluralisme enfin. C'est vraiment méthodique, c'est même quasi mathématique. C'est vraiment un par un. Et puis, donc, une fois que j'ai clarifié, j'ai fait apparaître que c'était là l'erreur, oui. Ça m'a poussé à me demander, mais quels sont les vrais problèmes? Eh bien, j'en ai identifié, Dieu merci, 3. Oui, lesquels? Eh bien, c'est l'appartenance, l'usage et les conséquences de l'usage. Là, j'ai simplifié, vous voyez, c'est encore un trio, bizarrement. Oui. Bizarrement. Mais en gros, ça veut dire ceci, que le vrai problème, ce n'est pas le fait que les ressources sont rares. Non. C'est à qui appartiennent les ressources existantes. Vous voyez? Donc, tout est dans cette question-là, dans la réponse que nous donnons à cette question. C'est vrai que les ressources sont illimitées, oui, mais le problème, c'est à qui appartiennent-elles? Et puis, une fois qu'on a répondu à cette question-là, il y a la deuxième. Qu'en est-il de leur usage? Comment nous utilisons ces ressources? Oui. Vous voyez? Et puis, la troisième, c'est une fois que j'ai utilisé ces ressources, au fait, chaque fois que nous utilisons des ressources, il s'ensuit des conséquences. Et ça pose une question, qu'en est-il de ces conséquences? En d'autres termes, qui va les assumer? Vous voyez? Ce sont là les 3 vrais problèmes. Et donc, ma doctrine a fait que, m'a amené à comprendre que, en fait, il y a une nouvelle école, n'est-ce pas, que j'appelle l'école de l'appartenance, qui est en face de la vieille école, comme je l'appelle, l'ancienne école, si vous voulez, c'est l'école de la rareté. Donc, ça fait que finalement, et le libéralisme et le socialisme, les 2 anciennes doctrines sont tout simplement dans la doctrine dans l'école de la rareté. Et la nouvelle doctrine que je propose, c'est dans l'école de l'appartenance. Et c'est là maintenant que je suis à l'aise pour commencer à piocher. Vous voyez les conditions de possibilité? Oui. Donc, c'est la condition, selon moi, c'est la crise étant aiguë. En l'occurrence, la crise du libéralisme, du capitalisme libéral et de la social-démocratie, eh bien, il aurait fallu revisiter les problèmes, ce que nous pensions des problèmes. Ça m'a amené à comprendre que, en fait, ce n'est qu'une école de la rareté. Et j'oppose à cette école dorénavant l'école de l'appartenance. Et j'aimerais bien que
les philosophes ou ceux qui sont dans les sciences sociales puissent s'approprier cette école, fouiner là-dedans et puis donc faire fleurir cette nouvelle école, c'est l'école de l'appartenance. C'est là-dedans que les problèmes il devient possible de résoudre les problèmes en changeant de réponses, en trouvant les réponses appropriées. Et donc j'ai trouvé les réponses appropriées et ce sont ces réponses qui donnent les responsabilités. Voilà. Pour Kinanga Masala, par-delà la justice, il faut un autre principe directeur pour promouvoir et compléter la justice. Et ce principe, c'est la charité ou l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne l'ai pas encore lu, malheureusement, mais je peux tout de suite réagir. Oui. C'est que je crois que quand il parle de l'amour, c'est une solution qui me met mal à l'aise. Pourquoi? Parce que je suis chrétien, fervent. Oui. Je suis passé par l'agnosticisme, mais j'ai retrouvé ma foi après quelques années, grâce à Dieu. Oui. Et parce que l'amour, c'est vous voyez, le Seigneur nous donne comme commandement principal l'amour. Oui. Mais remarquez que l'amour, on peut le rattacher à tantôt quand je parlais de l'égoïsme, oui, dans l'école de la rareté, on considère que même s'il y a la rareté, mais s'il y avait assez d'altruisme, oui, vous voyez, on aurait quand même moins de problèmes. Oui. Mais c'est déjà l'amour en fait. Oui. Bien, je pense que l'amour, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse. Nous ne devons plus penser, de mon point de vue, que nous allons résoudre le problème sociétaux avec l'amour. Je crois que l'amour, c'est vraiment dans la divinité, c'est quelque chose, je crois que le Seigneur se cache un peu. C'est comme les Écritures disent, le Seigneur se cache un peu à travers ce concept d'amour. Oui. Oui. Nous ne saurons pas construire une société autour de l'amour. D'ailleurs, il y a une contradiction dans les termes. Parce que le Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre le chemin, mais il nous propose le chemin. Il dit, voilà, il y a le bien et le mal. Je vous propose, mais il nous laisse libres. Oui. C'est toute la difficulté de construire une société autour de l'amour. Nous ne pouvons pas, cher, c'est comment il s'appelle? Il s'appelle Kinanga Masala. Kinanga. Oui. Nous ne savons pas construire une société autour de l'amour parce que le Seigneur lui-même nous recommande l'amour, mais de manière libre. Oui. Et donc, ça rend le projet quasi impossible d'un point de vue, parce que d'un point de vue social, c'est quoi? C'est quelque chose qui doit s'appliquer à nous tous, absolument. Nous devons l'appliquer. Oui. Or, l'amour, nous ne devons pas l'appliquer. Nous sommes libres de l'appliquer. Et c'est cette contradiction dans les termes qui rend ces concepts, en tout cas, pas intéressants pour la construction d'une société nouvelle. Au contraire, je persiste à penser, et là je suis d'accord avec Ngoma Binda qui qualifie la justice comme étant quelque chose de central. Oui. Même les Bénins Okolo, ils ont un très bon terme pour reconnaître que la valeur principale sur laquelle nous pouvons construire un monde dans lequel l'homme est chez lui, c'est la justice. Donc, et John Rawls, de ce point de vue, je suis d'accord avec lui. Donc, il dit que la justice est la première vertu des institutions sociales, comme la vérité l'est pour les sciences exactes. Et donc, c'est sur la justice que nous devons construire. Je veux dire que notre rêve sur la terre doit simplement être de construire la société la plus juste possible. Mais ça aussi, c'est mal dire. La science ne me le permet pas. C'est de construire la société la moins injuste possible. Et justement, je l'invite, si nous suit, à lire La Société responsabilitariste. Il verra la justice comme responsabilité que je propose. Oui. Il verra que c'est tout à fait possible et ça nous permet de résoudre tous les problèmes. Mais je mets entre guillemets parce que c'est là qu'il y a vraiment la grande nourriture sur cette question-là. Avez-vous pensé dans votre démarche de conception d'une nouvelle société mondiale juste, comme le propose Ricardo Petrel, pensez à une mise sur pied d'un contrat social mondial préalable à la réalisation d'un nouveau système mondial de gouvernance? En fait, je pense que dès qu'on se met à travailler sur une alternative à la doctrine ou aux deux doctrines qui sont encore en présence
le libéralisme et la social-démocratie, de facto, on travaille sur un contrat social, pour parler comme Rousseau. Rousseau, oui. C'est quasi automatique de mon point de vue. Donc, ce qui est intéressant, ce n'est pas là, c'est plutôt les contenus maintenant qu'on y met. Parce que je constate que la plupart d'initiatives qui ont été prises à travers le monde, c'est toujours autour on a bien compris que l'égalité n'a pas marché. J'appelle ça de manière affinée l'égalité stricte, communiste. Eh bien, on essaie de proposer des solutions plus vers l'égalité modérée. J'ai déjà parlé de John Rawls, oui. Mais vous avez même les mouvements altermondialistes qui sont, oui. En fait, ils sont tous autour de l'égalité modérée, ou même du bonheur. Mais même le bonheur, j'ai lisé encore le livre de notre cher professeur Kamana, oui. qui est un grand esprit, mais le bonheur partagé, je suis désolé, mais le bonheur, c'est l'utilitarisme. c'est dépassé aussi de mon point de vue. Une société heureuse, et on ne peut pas, ce n'est pas possible en fait de postuler une société heureuse. Parce que, quelle est la difficulté? Ce qui est bien pour moi n'est pas forcément pour l'autre. Oui. Peut-être que nous entendons par là le fait que tout le monde puisse avoir un emploi. Mais là encore, on se trompe. Ou bien le fait qu'il n'y ait pas de pauvres. Là encore, on se trompe. Nous pensons que, j'avais dit tantôt on s'est trompé avec les grands problèmes, mais ça signifie aussi qu'on s'est trompé sur les problèmes, les vrais faux problèmes, le chômage, la pauvreté. Ce ne sont pas des problèmes là. Et tout, donc l'auteur que vous citez, oui. Autant que beaucoup d'autres, altermondialistes ou pas, autour un peu de Rawls ou pas, il y avait des grandes idées, hein, la théorie de l'équation universelle. Vous avez encore une initiative au niveau de l'Amérique latine. Même la théorie sociale de l'Église catholique, hein, ce sont des initiatives. Mais à mon avis, je crois que c'est des idées qui ne vont pas aboutir pour une raison très simple, c'est que tous se situent dans l'école de la rareté. Okay. Ils s'acharnent sur la rareté. Je les invite vraiment à découvrir un peu cette nouvelle école de l'appartenance. Tiens, si vous voulez, je vais un peu entrer un peu plus en profondeur. Cette question de la rareté. Succinctement là, parce que nous tendons vers... Ah, très bien. Au fait, c'est quoi le point de la rareté? Oui. C'est une idée assez banale. J'y liste dans un de mes livres avec quelque chose de très simple. Des parents, donc papa et une maman, meurent et ils laissent à leur enfant quelques maisons. C'est quelque chose qui est récurrent dans notre pays, mais aussi, je crois, à travers le monde. Eh bien, mettons qu'ils ont finalement fait 12 enfants, ce n'est qu'un exemple, hein, et qu'ils ont hérité de 3 maisons. La logique voudrait qu'on considère que 3 maisons par rapport à 12 enfants, ce n'est pas assez. Vous voyez, ça pose des problèmes de partage. Et donc, nous avons un cas de rareté, n'est-ce pas? On aurait voulu l'inverse, qu'il y ait 3 enfants et 12 maisons. On aurait parlé de l'abondance. Oui. Eh bien, dans les 2 cas, c'est des faux problèmes. Pourquoi? Parce que le plus important n'est pas le fait qu'il n'y a que 3 maisons pour 12 enfants. Le plus important, c'est à qui appartiennent ces 3 maisons. Vous voyez? Si les parents ont été justes, ouais, j'ai dit juste, c'est qu'ils ont dit, bon, les maisons appartiennent à tous les 3 enfants. Déjà, ça part bien. Mais il y aura une autre dimension qui va nous rattraper, la jouissance, hein, la répartition. Bon. Mais, mettons qu'ils avaient dit que, bon, en tout cas, comme il y a 12 enfants, bon, l'aîné a une maison, le deuxième et le troisième ont ici une maison, et puis, bon, les autres n'ont qu'à partager la seule maison qui reste. Ou encore, bon, comme ils étaient encore petits, ils les ont laissés à la charge du grand frère, puis, bon, le grand frère pensera à eux. Vous voyez? Ça pose un problème d'appartenance. Et donc, c'est ce qui fait que quand les puînés vont grandir, c'est vrai que quand les parents sont morts, ils étaient encore tout jeunes, et donc les grands frères s'est démené avec bienveillance pour les aider à finir les études. Ils ont fini, ils ont grandi, finalement ils sont devenus grands. Et puis un beau jour, le puîné vient quand même dire au grand frère, bon, grand frère, vraiment merci pour les efforts que tu as fournis pour que je puisse étudier, malgré la mort de papa et de maman. Mais au fait, mais qu'en est-il pour les maisons que papa nous a laissées? Bonjour les conflits chez nous, et bien bonjour la sorcellerie qui va s'inviter.
De quel droit, toi, tu viens poser le problème de maison au grand frère, l'aîné, mon Dieu. Vous voyez, c'est là les problèmes dans lesquels nous sommes. Et donc, l'époux n'a pas en quelque sorte le droit de poser le problème de 3 maisons qui ont été laissées par papa. Parce que je suis quand même un enfant comme les 11 grands frères et grandes sœurs. Alors, c'est là que nous sommes. Donc, l'idée, c'est de nous dire non, les ressources naturelles n'appartiennent pas à tous les humains. C'est ça le vrai problème. La logique libérale et la logique communiste, la logique libérale, c'est de dire les ressources n'appartiennent pas à tous les humains. Et il y a même un principe pour ça, l'appropriation originelle. Vous voyez, qui dit que le premier à s'approprier une portion de quelque chose en est le légitime propriétaire. C'est là la bêtise, si je peux m'exprimer de manière simple, comme ça. Eh bien, la logique de l'appartenance, c'est-à-dire non, ce principe est déjà injuste. Parce qu'à l'instant où le premier s'accapare une chose, c'est simple, mettons une portion de terre, pour être très terre à terre. Hein. Oui. Donc, un enfant nous est né aujourd'hui, ce matin. Il est né où? Est-ce qu'il est né au Congo, sur la terre congolaise, ou bien il est né en marge du Congo? C'est une question compliquée en fait, parce que cet enfant-là n'a rien du Congo. Le Congo est déjà occupé. Toutes les portions du Congo sont déjà occupées. C'est-à-dire, s'il veut construire une maison, on va dire non, ici ce sont les terres de telle tribu. Ou bien si c'est Kinshasa, c'est non, ici il faut acheter, ça c'est la parcelle. Donc le monde est déjà divisé. Ça veut dire que ceux qui naissent depuis je ne sais pas quelle année, nous trouvons le monde est déjà partagé. Alors c'est quand nous naissons dans le monde ou hors monde. Comment s'effectue le passage vers l'entrée dans le monde? C'est ça, ce sont là les questions que pose l'appartenance, en disant en fait le monde, les ressources naturelles, humaines et physiques appartiennent à tous les humains. Quand nous partons de cette hypothèse-là, eh bien, nous pouvons forger ensuite un nouveau principe que j'appelle la propriétarisation au lieu de l'appropriation originelle, et ainsi de suite. C'est avec ça que j'ai construit la société responsabilitariste et qui donne effectivement un monde nouveau, mais dans lequel, je dois le dire clairement, il faut déchanter. Nous devons arrêter cette histoire de penser qu'un monde juste, c'est un monde dans lequel il n'y a pas le chômage. C'est faux. Le problème, ce n'est pas le chômage. Le problème, c'est la responsabilité du chômage. Maintenant, l'expliquer, ça peut demander beaucoup de temps. Comme on n'a pas assez de temps, je vais prendre quelque chose de très limite. Okay. Prenons l'adage chinois qui dit que si vous me donnez un poisson, je mangerai un jour. Mais si vous m'apprenez à pêcher, je n'aurai plus faim. Mensonge. Tout à fait faux. Pourquoi? Là encore, je suis né au village. Écoutez, si vous m'apprenez à pêcher, c'est très bien. Mais je peux ne pas aller pêcher. Je joue au jeu des dames au lieu d'aller pêcher. Le soir, j'ai à manger? Bien sûr que non. Je vais m'apprendre à qui? À toi-même, non? Ah, pourquoi? Parce que bien qu'on m'ait appris à pêcher, mais je ne suis pas allé pêcher par ma propre volonté, eh bien, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est une question de responsabilité personnelle. Ah, donc, mais cette illustration très simple, mon Dieu, ça illumine toute l'organisation de la société aujourd'hui. Ça montre que c'est une bêtise de penser que le problème, c'est le chômage ou la pauvreté ou la faim. Quelqu'un peut mourir de faim, mais sans avoir une raison pour incriminer la société. Et à ce moment-là, cette faim-là est légitime. Donc, on ne doit pas se battre contre la faim. Non. Nous devons nous battre contre la faim injuste. Vous voyez? Et ça change complètement tous les tableaux. Et c'est ça la société responsabilitariste. C'est une société dans laquelle aucun être humain n'a aucune raison légitime de se plaindre, quel que soit son sort. Vous avez encore des pauvres, il se pourrait, pas vous avez, il se pourrait qu'il y ait des pauvres, il se pourrait qu'il y ait des chômeurs. Mais la différence, c'est que aucun chômeur dans la nouvelle société n'aura des raisons de se plaindre. Parce que la société va lui donner tout le nécessaire pour qu'il ne soit pas au chômage. S'il se trouve au chômage, c'est que c'est lui-même qui n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. C'est pour ça que vous avez aussi ce livre sur l'école responsabilitariste. Ok, j'allais en venir au fait, l'école responsabilitariste.
dans ce livre, vous mettez plus l'accent sur l'identification de dons Exactement. de l'élève et sur la formation professionnelle. Formidable. Mais où est la place des humanités, de la littérature dans la formation de cet élève-là? Il va se contenter d'identifier son don et d'être formé sur le plan professionnel et on le lance sur les champs de la société. Magnifique. Vous avez mordu à la maison. Mais mon Dieu, c'est honteux de mon point de vue. Je suis enseignant, vous savez. Oui. Mais tout le monde a une profession. Quand nous finissons les études, après, nous avons quoi? On nous dit quoi? Quelle est ta profession? C'est de tout le monde. Pourquoi nous avons créé cette section qu'on appelle professionnelle, qui est en fait un sous-domaine, tu vois, un domaine marginal. C'est pour les non-intelligents, à vrai dire. Mon Dieu, quel scandale. Et puis cette affaire de notre école actuelle, en fait. C'est quoi l'école? Dewey, à l'époque, disait que l'école, c'est une préparation à la vie. Et il a été contesté. On a dit que non, l'école, c'est déjà une vie. Un bon débat là encore. Ce que je peux dire, c'est qu'à l'école, on ne doit même pas avoir des échecs. On ne doit même pas avoir des redoublements. Notre programme actuel, la statistique, l'éducation, la formation, ils sont encore en train de se fourvoyer dans les petites idées. Je suis désolé de dire ça comme ça. Mais l'école nouvelle, responsabilitariste, c'est une école où chaque être humain, ce n'est pas une école concurrentielle. À l'école, il n'y a pas de concurrence. Vous voyez? L'école, la concurrence va se passer où? Au niveau du monde professionnel. Mais à l'école, c'est pour qu'on s'occupe de 100% d'êtres humains. Donc, chaque enfant qui naît sur cette terre doit aller à l'école. Pour faire quoi? Pour apprendre à lire, écrire, compter, calculer. C'est des choses très très simples. On peut compliquer ça un peu si on veut. C'est ce qu'on appelle l'école primaire en gros. Vous voyez? Et 2, c'est pour faire quoi? C'est pour découvrir là où il a des dons. Pour découvrir sa voix. Donc, le pasteur Silas, que vous avez reçu ici, écrit dans son livre merveilleux, il dit que la découverte des dons, ce n'est plus une nécessité, ce n'est plus une option, c'est une nécessité absolue. Et le pasteur Jean Bosco, que vous avez reçu, a aussi insisté sur ça. Mon Dieu, découvrir les dons, ça doit devenir le centre de l'école. Et d'ailleurs, j'étais étonné de voir que déjà Platon avait compris ça. Platon, mon Dieu, vous vous rendez compte? Platon déjà disait à son époque que, en fait, on doit amener l'enfant à travers le jeu à découvrir c'est pourquoi il est naturellement doué. Mais depuis quand? Par quel miracle notre école devient l'école pour apprendre à lire et écrire, faire l'école primaire et puis on s'arrête là? Non, que non. L'école a comme mission 1, apprendre à lire, écrire, compter, calculer. 2, à découvrir les dons de chacun. Et on doit prendre tout le temps qu'il faut. Je ne parle pas d'orientation scolaire, ça il faut mettre ça à la poubelle. Je parle de découverte des dons. On doit découvrir les dons de chacun, c'est-à-dire trouver la voie de chacun. On doit prendre, je propose qu'on prenne 6 ans pour le faire. Certains peuvent déjà connaître leur voie avant, mais il faut que pour chaque élève, on découvre sa voie. C'est une fois qu'on a découvert sa voie, maintenant, on peut dire, allez, maintenant, va suivre ta formation professionnelle, qui n'a rien à voir avec les côtés péjoratifs de ça. Ça veut dire, toi, mais je vous donne une illustration. Mettons un cours qu'on va donner à l'école secondaire, donc dans la logique de la découverte des dons, un cours que j'appelle l'introduction au droit. Vous voyez? C'est dit dans le livre aussi. Eh bien, il y a la partie, premier chapitre par exemple, le droit des enfants. Et puis, ça c'est la partie théorique. Partie pratique, on va jouer ça sous forme de scénette, d'un problème qu'on amène au tribunal. Vous voyez? On joue ça. Eh bien, avec les élèves. Alors, quel est l'objectif? Ce n'est pas que tous les enfants soient forts en droit pour qu'on leur donne des points, comme on fait maintenant. Tout le monde doit réussir en maths, en histoire, en géographie, des choses honteuses. Non, c'est pour découvrir qui ont du talent naturel en droit. On voit que quand les enfants jouent ça, on dit, oh, mais c'est petit, c'est un juge tout fait. Donc c'est petit, il faut certainement l'observer davantage du côté en ce rôle-là. Mais c'est gare, mais c'est petit, c'est un avocat tout fait. Il faut l'observer là-bas. Et donc, c'est cette école-là qui découvre les dons
qui est telle qu'à l'issue de la découverte des dons pour les 100% d'élèves. Et ici, j'interpelle non seulement notre pays, mais aussi l'UNICEF, qui s'occupe des enfants, a sorti de l'école de quelques enfants. L'école, c'est pour 100% d'enfants et on doit découvrir le chemin, la voie de chacun et seulement après l'envoyer vers la formation dans la filière qui s'est avérée être le sien. C'est ça la profession. Et donc, j'appelle ça la FOP, la formation professionnelle, mais au sens nouveau, où chaque être humain aura une formation professionnelle. Donc, chacun aura la formation avant, la formation médiane et la formation finale là-bas. Ok, là, nous touchons vraiment à la fin de notre émission, mais pour ceux qui voudraient approfondir votre pensée, ils peuvent trouver vos livres où? Ah, merci bien. Et donc, mes livres, effectivement, sont disponibles à la librairie Cédille en ville, la librairie protestante. Il y en a aussi à la librairie des Grands Lacs, c'est toujours en ville, sur le boulevard. Il y en a aussi à la librairie de l'UCC, de l'Université catholique du Congo, du moins le site de l'IMT. En tout cas, j'espère qu'ils ont encore quelques exemplaires, je pense. Et s'il n'y en a pas, évidemment, je peux les renflouer encore. Et donc, voilà sur les 3 points de vente. Bon, sur les versions e-book, sont momentanément suspendues sur Amazon, parce que j'avais déconnecté un peu l'option. Je crois que l'option va revenir d'ici 2-3 mois. Nous vous disons merci pour votre disponibilité et pour nous avoir entraînés dans les méandres de votre réflexion. Encore une fois, merci. Merci également. J'ai béni le Seigneur, qui vous bénisse, vous aussi, vous-même, l'émission, ainsi que vers pâturage, et que vous puissiez aller de l'avant. Amen. Merci. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons reçu un penseur, Monsieur Arsène Moïsi. Comme je le dis, il nous a entraînés dans les méandres de sa réflexion. Vous qui êtes en quête de Rousseau, congolais, de gens qui réfléchissent en vue de l'avènement d'une société plus juste, vous n'avez pas raison de les chercher loin. Moi, j'en ai en face de moi. Nous vous disons merci pour votre fidélité et pour nous avoir suivis. Et vous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belles Lettres. Bye bye.